Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors on a parlé de Spinoza dans le dernier épisode, et plus généralement, j'y reviens très souvent parce que je pense que c'est un penseur magnifique et complexe, dont les écrits sont encore d'actualité aujourd'hui, alors qu'ils ont 350 ans. Et justement aujourd'hui, et là je parle bien de la date de parution de l'épisode, nous sommes le 24 novembre 2024, or le 24 novembre 1632, c'est le jour de la naissance de Baruch Spinoza. Et donc ça me semblait opportun pour ce 95e épisode de Nouveau Paradigme de lui consacrer un épisode, et en particulier un épisode biographique. Dans différentes interviews, différentes vidéos, j'ai déjà pu raconter certains détails de la vie de Spinoza, mais j'ai jamais fait d'épisode intégralement biographique à son sujet. Or là, l'occasion était trop belle. Alors je sais que d'autres podcasteurs ou vidéastes philo ont déjà pu faire ça. L'année dernière, par exemple, Cyrus North avait publié une vidéo à ce sujet, mais c'est vrai que je la trouve un petit peu imprécise. Il y a 2-3 éléments qui sont un peu discutables dedans, et donc c'était aussi pour ça que je voulais faire cet épisode. Et je dis ça sans manquer de respect à Cyrus, une chaîne YouTube à 800 000 abonnés qui parle de Spinoza. Pour moi, c'est totalement louable, donc disons juste que cet épisode viendra peut-être préciser un peu plus, ou amender certains points qu'on cite parfois à propos de la vie de Spinoza, et qui sont un peu incertains. Et donc justement, la source principale sur laquelle je vais m'appuyer, c'est le livre de Steven Nadler, Spinoza, une vie, originellement paru en 2018, mais dont il y a eu une seconde édition en 2022. À ma connaissance, en revanche, la traduction française est celle de l'édition originale, et donc j'ai préféré m'appuyer sur la version anglaise de 2022. Steven Nadler, pour rappel, c'est un philosophe et universitaire américain qui était venu dans le podcast il y a quelques mois à mon invitation. C'est l'un des plus grands spécialistes mondiaux de Spinoza, et plus largement, c'est un spécialiste des rationalistes de ce qu'on appelle en philosophie la période moderne, qui va en gros du début du XVIe siècle à la fin du XVIIIe. Et grâce donc à Steven Nadler et au travail de recherche qu'il a fait au cours de sa carrière et pour écrire ce livre, on a pu dissiper quelques mythes sur la vie de Spinoza et avoir un aperçu peut-être un petit peu plus clair, une chronologie plus précise de celle-ci, même si vous allez voir que des parts d'ombre demeurent. Donc ce que je vous ai déjà dit, c'est que Spinoza, Baruch de son prénom, naît à Amsterdam le 24 novembre 1632, fils de Miguel et Anna Spinoza. Ce qui est de notoriété publique également, c'est que la famille de Spinoza avait quitté la péninsule ibérique, et plus précisément le Portugal, avant la naissance de Baruch, dans une volonté de se protéger de l'influence pernicieuse de l'Inquisition qui, notamment à partir de la fin du XVe siècle, va vraiment faire la chasse aux hérétiques en Europe, et en particulier en Espagne et au Portugal. Ils vont traquer les musulmans et les juifs et les forcer à la conversion au catholicisme. C'est ce qu'on appelle les maranes pour les juifs et les morisques pour les musulmans. Ce sont les populations converties au christianisme, avec un consentement souvent très relatif. Donc la famille de Spinoza, probablement justement pour ne pas rester des maranes, a fui le Portugal à la fin du XVIe siècle. À noter qu'ils ont d'abord vécu à Nantes, puisqu'on sait que Emmanuel Rodriguez Spinoza, le grand-oncle de Baruch, dont le nom hébreu était Abraham, vivait à Nantes en 1596. On sait également que ce même Abraham est arrivé à Amsterdam quelque temps avant l'été 1616, vraisemblablement accompagné par sa famille, dont son neveu Miguel, qui deviendra 16 ans plus tard le père de Baruch. Alors qu'est-ce qui a amené la famille de Spinoza à quitter la France pour les Provinces-Unies ? Eh bien en fait on ne sait pas précisément. Certaines sources évoquent le fait que les Provinces-Unies étaient plus tolérantes que la France, notamment vis-à-vis de la communauté juive. C'est sans doute vrai, mais c'est pas la raison principale évoquée par Steven Nadler, qui lui parle plutôt des opportunités économiques supérieures d'une ville comme Amsterdam par rapport à Nantes ou même à d'autres villes des Provinces-Unies comme Rotterdam, en particulier justement pour les maranes. Donc voilà, on n'est pas totalement fixé là-dessus, mais en tout cas, vous avez ici un tableau qui retrace brièvement les mouvements de la famille Spinoza à travers l'Europe de l'Ouest. Et donc du coup, Spinoza, lui, naît en 1632 à Amsterdam. Il est le troisième enfant de sa fratrie, puisqu'il a une grande sœur, Myriam, qui était l'aînée, et un grand frère, donc le second, qui est Isaac. Il y a également une autre sœur, Rebecca, mais dont certains pensent qu'elle pourrait être la fille de Miguel et Esther, sa troisième femme, ce qui en ferait seulement la demi-sœur de Baruch. Quoi qu'il en soit, donc le premier garçon de Miguel et Anna s'appelait Isaac, et donc le second garçon a été nommé Baruch, qui en hébreu signifie béni. C'est pour ça qu'on voit aussi parfois Spinoza être référencé comme Benedictus, Bénédicte ou Bento de Spinoza. Ce sont des variantes latines ou même portugaises du même prénom. En français, l'équivalent le plus proche, ce serait probablement Benoît. Mais Baruch donc est le deuxième garçon. À noter que quelques années après sa naissance, entre 1634 et 1638, naîtra son petit frère, qui a deux prénoms, Abraham, Gabriel, qui sont un peu interchangeables, et qui sera donc le dernier enfant d'Anna et Miguel. Alors avant de poursuivre, je voudrais faire une parenthèse pour vous expliquer pourquoi il y a tant d'incertitudes et pourquoi on connaît relativement peu de choses de la vie, on va dire, un peu privée de Spinoza. Et la raison en est assez simple, elle est liée au fait qu'au moment de sa mort, eh bien, des membres de son cercle d'amis ont visiblement détruit une partie importante de ses correspondances. Pour protéger qui ou quoi exactement, c'est pas clair, mais en tout cas on estime avoir perdu beaucoup d'informations à ce moment-là. Et n'oubliez pas qu'une part importante de l'œuvre de Spinoza est publiée à titre posthume. Mais on reviendra à tout ça vers la fin. Concernant donc les premières années de Spinoza et le contexte social dans lequel il grandit, je voulais apporter justement là une première nuance par rapport à ce qu'explique Cyrus North dans sa vidéo, où il a l'air de dire que Spinoza aurait grandi dans des circonstances matérielles plutôt favorables. En fait, c'est pas si sûr que
ça, et ce pour plusieurs raisons qu'on va voir dans quelques instants, mais avant ça, je voulais tout simplement vous lire un extrait de Spinoza, Une vie, de Steven Nadler, dans lequel justement Nadler nous explique un peu, en faisant référence à plusieurs biographes de Spinoza, quelles étaient les conditions matérielles potentielles de sa famille au moment de sa naissance. J'ai pris la 2e édition du bouquin, donc pour le coup c'est ma traduction. Je cite. Au moment de la naissance de Spinoza, son père Miguel effectuait son premier mandat au sein du Mahamad de la congrégation Beth Jacob. Je m'interromps ici 2 secondes. Le Mahamad, c'est, chez les juifs séfarades, le conseil des anciens qui décide un peu des affaires de la communauté. C'est en gros l'équivalent du Kahal chez les Ashkénazes. Je reprends. Cette même année, Miguel assumait également pour la première fois le rôle de députado de la communauté judéo-portugaise. Il devait donc être particulièrement occupé à remplir ses obligations communautaires, tout en gérant son commerce et en subvenant aux besoins d'une famille grandissante. Lucas et Colerus, qu'il vaut mieux ne pas considérer comme des biographes entièrement fiables, divergent sur le succès de ses efforts et sur la situation financière de la famille Spinoza à l'époque. Lucas, pour une raison ou une autre, insiste sur le fait que la famille était pauvre. Selon lui, Spinoza était d'une naissance fort médiocre. Il ajoute « Son père, qui était juif de nation et portugais, n'avait pas les moyens de l'établir dans le commerce et résolut de lui faire apprendre la littérature hébraïque. » Pierre Bayle, autre philosophe du XVIIe siècle et critique acerbe de Spinoza, affirme de son côté qu'il y a lieu de croire que la famille de Spinoza était pauvre et très peu considérable. Donc voilà, fin de citation. On verra par la suite qu'il y a eu aussi, après, des histoires de dettes liées à l'entreprise de Miguel. Donc tout ça pour relativiser un peu ce que dit Cyrus dans sa vidéo. Et c'est aussi une petite chatouille pour mes copains marxistes qui me disent fréquemment que Spinoza défend une forme de pensée proto-bourgeoise. Pas sûr que ce soit si évident, en tout cas au regard de ses conditions matérielles. À noter que Colerus, un autre biographe de Spinoza, nuance un peu tout ça. Mais ce qui est indéniable, c'est que Miguel louait le domicile familial et qu'il n'a jamais été propriétaire. Ça, c'est attesté par des documents fiscaux. Donc voilà, la famille Spinoza n'était probablement pas sans le sou, mais pas super aisée non plus. Et c'est sans doute aussi le fait d'une communauté très soudée dans laquelle il y avait de l'entraide que Baruch a pu recevoir une bonne éducation. Alors je vais pas vous faire un résumé détaillé du contexte politique des Provinces-Unies au moment de la naissance de Spinoza, parce que ce serait trop long. Si ça vous intéresse, je vous redirige encore une fois vers le livre de Steven Nadler, parce que justement lui, il rentre dans le détail, mais pour faire court, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à cette période, et depuis plusieurs décennies déjà, les Provinces-Unies sont en conflit ouvert contre la monarchie espagnole. Dans les années 1630, le roi d'Espagne, c'est Philippe IV, et les Provinces-Unies s'opposent à sa couronne pour plusieurs raisons, notamment religieuses, parce que ça se frite entre protestants et catholiques. Mais donc voilà, tout ça pour dire que la situation politique et économique des Provinces-Unies, pendant l'enfance de Spinoza, est pas incroyable. D'autant plus qu'il y a également des épidémies de peste à cette période. Donc voilà, tout le monde est forcément un petit peu nerveux, y compris la communauté juive d'Amsterdam, et ça c'est important de le garder à l'esprit parce que cette fébrilité, elle va probablement jouer un rôle dans ce qui va advenir après, au moment où Spinoza sera banni. Quoi qu'il en soit, dans les premières années de sa vie, Baruch grandit dans une maison qui devait être assez animée puisqu'il y avait entre 3 et potentiellement jusqu'à 5 enfants selon les périodes. Son père était en plus très occupé entre ses responsabilités, on va dire civiles, et son business qui était au moins en partie une activité liée au commerce de fruits et de noix. À côté de ça, on pense que la maman de Spinoza, donc Anna, était de constitution relativement fragile. On a des documents qui attestent de sa propension à tomber malade. Et d'ailleurs en 1638, probablement un peu avant le 6e anniversaire de Baruch, Anna tombe malade et meurt, probablement d'une affection respiratoire. On ne connaît pas les effets précis que ça a eu sur Miguel et les enfants, mais on peut facilement imaginer que ça n'a pas été facile. Cela dit, ça n'a pas empêché Spinoza de recevoir, comme on l'évoquait plus tôt, une bonne éducation. En particulier, on sait que rapidement, le petit Baruch a été pris en charge par le système éducatif de la communauté juive de l'époque à Amsterdam, le Talmud Torah local, qui était extrêmement reconnu parce qu'on y apprenait dans les premières classes à lire l'alphabet hébreu, puis plus tard on y étudiait la théologie et la philosophie juive de manière assez poussée. C'est d'ailleurs probablement de là que viennent les liens importants qu'on peut faire entre la philosophie pourtant plutôt athée de Spinoza et celle de rationalistes juifs comme par exemple Maïmonide. Spinoza aurait donc vraisemblablement commencé à étudier dans ce Talmud Torah en 1639, l'année d'après celle du décès de sa mère, et il y est resté au moins jusqu'à ses 14 ans. Précision importante, puisque j'ai dit que les élèves apprenaient l'alphabet hébreu, gardez en tête que la famille et la communauté de Spinoza, ils sont tous ibériques. Et donc, à la maison, selon les cas, on parlait soit espagnol, soit portugais. Portugais dans le cas de Spinoza. Et c'était ça sa langue maternelle. Mais on en revient à ses études. J'ai dit donc que Spinoza les a suivis jusqu'à ses 14 ans, ce qui correspondait à l'âge qu'on avait à la fin du 4e cycle. Et après, il était possible de poursuivre avec une 5e puis une 6e classe qui était plus avancée et destinée à former des rabbins. Certaines sources affirment que Spinoza aurait suivi cette voie, mais pas Nadler. Pour lui, c'est pas sûr du tout. Et rien ne permet d'en être certain. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que Spinoza était un bon élève et qu'il était extrêmement vif. Bon, déjà parce qu'on ne devient pas un philosophe européen majeur en étant un branquignol, mais en plus parce qu'au-delà de ça, parmi ses biographes, même ceux qui détestent Spinoza, comme Colerus, s'accordent pour dire que voilà, il en avait dans le citron. Baruch a donc probablement terminé ses études au Talmud Torah aux alentours de l'année 1646 ou 1647.
Peut-être éventuellement 1648, il a effectivement suivi des cours dans les classes supérieures, mais en tout cas l'année suivante, 1649, a été importante pour la famille Spinoza, une nouvelle fois pour des raisons un peu tristes, puisque c'est à cette période que décède Isaac, donc le grand frère de Spinoza, en septembre 1649 pour être précis. Et là, les années qui suivent, c'est un peu l'enchaînement, puisque Baruch perd coup sur coup sa sœur Myriam en 1651, sa belle-mère Esther en 1653, puis son père Miguel en 1654. À ce moment-là, Spinoza, qui a donc même pas encore 22 ans, est en quelque sorte forcé de reprendre le business familial avec son petit frère Gabriel, un business donc qui était visiblement pas mal endetté. Ça, c'est notamment lié à la guerre entre la couronne d'Espagne et les Provinces-Unies, conflit dont on a parlé un peu plus tôt et qui avait évidemment un impact sur le commerce maritime et sur l'import-export, et je dis ça en particulier parce qu'on sait aussi que les Britanniques n'étaient pas forcément tendres avec les navires néerlandais. Quoi qu'il en soit donc, Spinoza hérite des dettes de son père, et à ce moment-là, il tire parti d'une loi néerlandaise dans le but de ne pas avoir justement à s'acquitter de ses dettes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque dans le pays, la majorité légale était fixée à 25 ans. Et donc si vous vous faisiez déclarer orphelin avant votre majorité, vous pouviez éviter d'avoir à vous acquitter des dettes contractées par vos parents pendant leur vie. Et c'est ce qu'a fait Spinoza à ce moment, et ça a probablement été assez mal vu par la communauté marane d'Amsterdam, qui considérait qu'il valait mieux régler ce genre de choses, entre guillemets, en interne, plutôt que d'en appeler aux tribunaux néerlandais. Il faut se rappeler que, encore une fois, cette communauté, c'était des descendants de gens qui avaient fui l'Inquisition, donc c'est tout à fait compréhensible qu'ils aient été un peu fébriles vis-à-vis des autorités locales. Alors il y a une universitaire qui s'appelle Odette Vlessing qui a suggéré que justement, cette manœuvre légale était la raison principale du bannissement de Spinoza. Steven Nadler, lui, de son côté, il pense que c'est pas forcément la raison première, mais justement, on y vient. En 1656, alors que Spinoza n'a encore rien publié, il y a l'épisode du fameux Cherem, le bannissement de Spinoza, qui est donc formulé contre lui par sa propre communauté. Je vous mettrai en description sur YouTube un lien vers le texte complet traduit en français, et c'est assez violent, vous verrez dans les mots qui sont employés contre Spinoza. C'est plein de malédictions et d'ostracisme à son encontre, et la raison pour laquelle on peut penser que c'est pas juste sa manœuvre légale qui a provoqué ça, c'est que le Cherem fait référence, en parlant de Spinoza, à ses hérésies abominables et ses actes monstrueux. Donc on sait pas précisément de quoi il s'agit, mais ce que dit Nadler, c'est que même si Spinoza n'avait encore rien écrit, il devait probablement déjà tenir des propos sur la religion qui, dans le contexte de l'époque, seraient passés pour des hérésies. Il faut savoir qu'en parallèle de tout ce que je viens de raconter, pendant les années où Spinoza perdait un à un son frère, sa sœur, sa belle-mère et son père, il n'avait pas arrêté d'étudier. Et en particulier, étant sorti du cursus purement religieux, il avait commencé à se former à la lecture du latin, et par ce biais-là, il s'était ouvert à d'autres philosophies. On pense par exemple qu'il a probablement commencé à étudier chez Van den Enden aux alentours de 1654. Pour faire très court, Franciscus van den Enden, c'était un penseur assez radical de l'époque qui était notamment très favorable aux idéaux démocratiques. C'était un cartésien qui a été le mentor de Spinoza dans les années 1650, et à ce moment-là, particulièrement après son bannissement, Baruch s'est rapproché de ces cercles-là, dans lesquels il y avait beaucoup de libres penseurs, qui n'étaient pas forcément tous athées d'ailleurs, mais qui estimaient tous, en revanche, que la séparation de l'Église et de l'État, c'était politiquement crucial. Et ça donne lieu à terme à la publication majeure que Spinoza a pu faire de son vivant, le traité théologico-politique, qui est paru en 1670. Ce traité, il est extrêmement riche, notamment il contient les idées très progressistes de Spinoza sur la réforme religieuse, sur l'organisation de l'État, mais également, et ça c'est plus scandaleux dans le contexte de l'époque, une déconstruction de l'idée selon laquelle les livres saints seraient, directement ou indirectement, inspirés par Dieu. Pour Spinoza, les lois chrétiennes et juives sont purement des créations humaines, et ça, même dans les Provinces-Unies de l'époque, qui étaient très tolérantes, ça ne passe pas. Qui plus est parce que Spinoza nie également, notamment dans le traité théologico-politique, la notion de l'immortalité de l'âme, qui est centrale dans les religions abrahamiques. Ici encore, énorme scandale. Et ce qu'il faut percevoir pour comprendre comment il en arrive là, c'est que donc, dès les années 1650, Spinoza commence à s'ouvrir à des philosophies qui s'éloignent de la théologie traditionnelle. Après la mort de son père, quand il est lui-même commerçant, on sait qu'il a rencontré des gens très divers idéologiquement, dont certains qui justement l'ont fait rentrer dans des cercles assez progressistes. Il y avait des Quakers qui sont des dissidents de l'église anglicane, des Ménonites, il y avait aussi des athées cartésiens, et j'en passe. Et Van den Enden, c'est pareil, c'est le même genre de personnage. Et donc de toutes ces influences mêlées à celles de par exemple Maïmonide ou Gersonide, qu'il avait étudiées plus jeune, naissent les idées modernes que Spinoza va développer dans ses textes à lui. On sait qu'au début des années 1660, probablement en 1662, Baruch, qui à cette époque se fait plutôt appeler Benedictus, travaillait déjà à l'écriture de l'éthique, son œuvre la plus importante. Mais en 1665, du fait de la situation politique des Provinces-Unies, il s'interrompt dans ce projet pour travailler au traité théologico-politique qu'on vient d'évoquer, et ce qui explique cette interruption dans l'écriture de l'éthique, c'est le contexte de l'époque. À ce moment-là, les Provinces-Unies sont toujours en guerre et elles sont prises en étau entre les intérêts de la monarchie espagnole, les leurs, ceux de la Grande-Bretagne, et à côté de ça, il y a la France qui maintenant se met également à menacer d'entrer en guerre. Donc il y a une crispation locale qui donne une certaine force aux influences politiques du religieux, et ça, Spinoza, il y est totalement opposé. Et c'est pour ça qu'il fait publier
publié en 1670, son traité théologico-politique, avec l'idée que quelque part ça va lui ouvrir la voie et lui donner la légitimité pour publier ensuite l'éthique. Sauf qu'en fait la crispation est telle que ça se passe pas du tout comme prévu. Et le traité est extrêmement mal reçu, la critique lui tombe dessus de manière très violente. On a dit par exemple que c'était un livre qui avait été forgé en enfer par le diable lui-même, et donc Spinoza réalise qu'en réalité c'est pas du tout le moment pour lui de publier l'éthique. Parenthèse d'ailleurs, sur le plan de ses occupations quotidiennes, professionnelles, etc., Spinoza n'est plus marchand à ce moment-là depuis plusieurs années, puisqu'on sait que dès 1661, pour gagner sa vie, il est devenu polisseur de lentilles optiques. Il fait des télescopes, des microscopes, etc. Et on sait également que c'est une expertise qu'il avait commencé à développer probablement au moment où il a été banni de sa communauté d'Amsterdam. D'ailleurs, parenthèse dans la parenthèse, il a pas mal bougé géographiquement à ces périodes. Il n'est pas du tout resté à Amsterdam, et c'est compréhensible. On sait qu'il vivait à Rijnsburg en 1661, c'est un village à côté de Leyde. Il a également vécu ensuite à Voorburg, à la fin des années 1660. Voorburg, c'est un village à côté de La Haye. Et après ça, dans les dernières années de sa vie, il vivait justement à La Haye. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a également une statue de lui à La Haye, en plus de celle magnifique et très connue d'Amsterdam. Et c'est à La Haye qu'il vivait dans les années 1670. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point il a vécu une vie intense et courte, parce que en fait, on en arrive déjà à la fin de la vie de Spinoza, puisqu'il n'habitera que quelques années à La Haye avant de mourir en 1677 d'une affection pulmonaire. Alors il est possible que Spinoza ait hérité de sa mère une certaine fragilité à ce niveau-là, parce qu'on pense qu'Anna est également morte d'un mal similaire. On sait d'ailleurs également qu'en 1665 déjà, Spinoza avait eu un premier problème de cet ordre, c'est avéré par des correspondances. Par ailleurs, comme de profession il était polisseur de lentilles optiques à ce moment-là, eh bien il y a fort à parier qu'il a été amené à fréquemment respirer malheureusement de la poussière de verre, ce qui vous vous en doutez n'est pas bon pour les voies respiratoires. Et donc on y arrive, le 21 février 1677, à 44 ans, Spinoza meurt probablement d'une forme de tuberculose dans le logement qu'il louait à La Haye. Il est enterré quelques jours plus tard dans un caveau de la Nieuwe Kerk, la nouvelle église de La Haye. Plus tard, au XVIIIe siècle, le caveau en question sera vidé et ses restes répandus dans le jardin de cette même église. Et aujourd'hui, il y a d'ailleurs une plaque en sa mémoire dans ce même jardin, que vous pouvez aller voir si vous êtes de passage à La Haye. Mais pour en revenir à Spinoza, peu de temps après sa mort en 1677, ses amis détruiront une partie de ses correspondances, on l'a évoqué plus tôt, notamment privées, et entreprendront ensuite de faire publier le reste de son œuvre, ce qui représente beaucoup de choses, avec en tête l'éthique, son magnum opus dans lequel Spinoza démontre, selon l'ordre des géomètres, son système métaphysique, son système moral, etc. À côté de ça, il y aura également le traité de la réforme de l'entendement, un compendium de la grammaire hébraïque, plus tout ce que ses amis ont jugé publiable dans ses correspondances, et bien sûr, son texte qui, à mon avis, est le plus facile d'accès si vous voulez vous initier à son œuvre, le traité politique. Et voilà, vous avez là les grandes lignes de la vie de Baruch Spinoza, un philosophe qui, au XVIIe siècle, a décidé de réinventer Dieu, la religion, l'éthique et la vie en société. Projet ambitieux qui a commencé un 24 novembre, comme aujourd'hui, il y a de ça 392 ans. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Encore une fois, si vous voulez vous pencher plus en détail sur la vie de Spinoza, je vous recommande l'excellent livre de Steven Nadler, Spinoza, une vie. Et moi, je vous retrouve sur YouTube et dans le podcast très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, restez curieux et à bientôt dans Nouveau Paradigme. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, ou bien vous pouvez simplement le partager à vos amis et vos proches. Le bouche à oreille aide toujours. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur ma page Patreon ou Tipeee. Et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci. C'est vraiment grâce à vous que mon travail peut continuer à exister et se pérenniser.